Ah voilà. Bonjour, salut à vous, bande de petits et gros tentacules. Bienvenue dans cette interview du jour où nous accueillons Frédéric Argiropé. Voilà, il a changé de nom de famille. Donc Frédéric Marin, l'auteur de la gamme d'Argiropé. Et puis, qui est accueilli là et qui va pouvoir parler dès que j'ai fini de faire ma pipelette. Bonjour Frédéric. Salut, salut à toutes les personnes qui nous écoutent. Benoît, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, puis de pouvoir discuter un peu d'argiropée, ça me fait plaisir. Ok, donc juste en neuf, avant, on a vu un truc très simple. Vu que j'aime bien faire les pics de fin de financement des gens un peu plus scindés, d'habitude, il y a de l'enjeu. Mais là, en fait, Argiropé, il a cassé la baraque, tout il est financé, il sait plus, il va faire Picsou. Voilà, il va faire Picsou, Frédéric. Donc, du coup, on s'est dit, autant voilà, parler de trucs qui nous intéressent par rapport à la gamme. Donc, voilà, bravo pour ton financement. Si vous avez raté Argiropé, c'est le moment d'aller fouiner un petit peu ce que c'est. Et puis voilà, nous, on va rentrer dans le vif tout de suite. Je te laisse faire la micro-présentation que tu fais tout le temps sur c'est quoi Argiropé pour que les gens qui Ouais, débarquent, qui ne connaissent pas le projet, raccrochent les wagons de quoi on parle. Puis après, on rentre dans le dur. J'ai deux, trois petites questions. Voilà, je t'en ça prie. roule. Mais en tout cas, ça me fait déjà hyper, enfin, je suis hyper plaisir. Je me répète beaucoup, mais c'est aujourd'hui le troisième financement participatif qui est en train de terminer. Il terminera dimanche 15 mars, dans quelques jours maintenant, à 22 heures, je crois. On en est au troisième financement de cette gamme qui a été autoproduite. C'est de l'indépendant, c'est de autopublication, autoproduction, enfin bref. Je suis un peu tout seul aux manettes avec en plus enfin, avec une bande d'illustrateurs que je paye parce que, comme tu le sais et comme la plupart des gens le savent, je ne sais pas dessiner du tout. Donc c'est incroyable, c'est une super aventure de voir que le troisième financement, donc c'est-à-dire après la gamme de base, les livres de base, l'écran, les premiers suppléments, il y a eu de nouveaux suppléments d'aventure et là on en est à la troisième itération, encore des nouveaux suppléments d'aventure et voir qu'on a une communauté derrière qui pousse, qui est motivée, il y a des curieux dans ce financement participatif, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Oui, pardon, tu voulais dire? Ah oui, oui, parce qu'en fait, on était sur la réussite financière. Ouais, ouais, Là, tu es arrivé sur la communauté. La première interview de toi, quand on en était au livre de base, je me souviens que tu avais, toi, mis ta poche dans le projet oui. et que l'enjeu du financement, c'était ne ruinez pas, il faut que ça marche un peu. Et là, on en est quand même sur une gamme qui a du coup trouvé son assise et une vraie communauté. J'arrête de te couper pour des remarques à la con. Allez, hop. Il y a pas de mal, il y a pas de mal. Mais ce qui fait enfin, je vais revenir là-dessus, hein, mais ce qui est fantastique, c'est de voir que, on est un peu à contre-pied aujourd'hui de ce qui se dit et de ce qui se fait dans les grosses boîtes. C'est-à-dire qu'en règle générale, une gamme, elle va ne pas perdurer dans le temps. On dit souvent que les suppléments se vendent de moins en moins et que la gamme marche de moins en moins avec le temps. Ici, pour le moment, on est à contre-courant de cette pensée ou de cette expérience, donc c'est quelque chose de fantastique. Et tu as raison, le premier financement participatif, quand je l'ai lancé, comme d'ailleurs les autres financements que j'ai réalisés, j'avais tout payé d'avance. C'est-à-dire que tous les illustrateurs ont été payés avant de faire le financement participatif, tous les textes ont été écrits, tout a été maquetté, tout a été imprimé, relu, testé, etc., pour avoir en fait un produit fini. On en est plus sur de la précommande hein, ici. Le premier financement participatif, j'avais mis beaucoup d'argent de ma poche là-dedans. L'idée, c'était simplement de me rembourser. Et le premier financement a atteint pile poil ce seuil. J'en étais à 0 € de gain, mais 0 € de perte. Le deuxième financement m'a permis de continuer sur cette lancée. Tout ce que j'avais récupéré comme argent, je l'ai réinvesti. Ça m'a permis de faire un deuxième financement qui a très bien marché aussi. Là, j'ai engrangé un petit peu de bénéfices et je me suis j'ai utilisé tout ce bénéfice plus encore de l'argent que j'ai récupéré, que j'ai de mes fonds Investi. propres, voilà, pour faire ce troisième financement. Donc en réalité, à chaque fois que je fais un financement participatif, je mets d'abord de l'argent que je possède et je vide un peu mes fonds et ensuite je me rembourse. Et là, c'est magnifique, ce troisième financement me rembourse et me permet de faire du bénéfice qui permet également d'assurer une pérennité à la gamme. La suite est déjà en chantier. Alors, je l'ai déjà embêté avec cette question en mode ouais, t'as dépassé tous tes plafonds, vas-y, Mmh. sors-nous des nouveaux trucs. Elle m'a dit oui, non, mais t'es gentil, mais on va garder ça pour le prochain financement. Donc, c'est quoi à dire, mais oui, c'est pas de l'argent pour ta société ou pour tes poches, Non, ça va servir, oui, pour la suite de la gamme parce qu'il y a déjà des trucs annoncés, enfin, t'en as encore pour un moment. On exactement. reviendra là-dessus après. Question bête.
c'était sur la courbe des ventes. Alors, je suis d'accord que normalement, un jeu, mais c'est là où on en vient à la particularité d'Argent-P, normalement, un jeu, il y a le truc de base qui sort, à la rigueur, les triptyques pour du DD, machin, bon, on a Mmh. le bloc de base, il se vend bien, et après, il y a une décroissance avec la longévité du jeu. C'est vrai. Marc Giropé, certes, ça fait l'inverse. D'un autre côté, Giropé, au début, enfin voilà, il n'y a pas grand monde, je pense, qui connaissait. Tu étais passé sur quelques chaînes, mais on a vraiment de plus en plus de gens qui découvrent Giropé. Et donc, enfin voilà, 1, 2, Oui. 3. La qualité d'Argiropé et le succès de bouche à oreille d'Argiropé, du coup, inverse complètement la courbe que ça devrait être. J'ai des analyses, mais pour nous, là, c'est l'après-repas. Là. Moi, je suis en phase digestion. Je suis désolé. Je ne vais pas être bac plus 5 jeux de rôle. Là, je suis digestion. Non, mais tu as raison. Pardon. On inverse la tendance tout simplement parce que, comme tu le dis, Argiropé se fait connaître. Ça fait maintenant 3 ans que les livres de base sont sortis et je le vois moi-même, la communauté grandit. J'ai de plus en plus de retours d'expérience de maîtres de jeu et de joueurs. Tu vois qu'il y a de plus en plus de critiques qui sont faites sur les sites spécialisés. Je pense au GROG, je pense à ailleurs. Donc les gens partagent leurs ressentis. J'ai des retours, donc ces retours d'expérience sur le Discord, par mail. J'ai, des maîtres de jeu qui proposent maintenant régulièrement des tables en virtuel ou en présentiel. J'ai des scénarios qui sont faits par des fans qui commencent à arriver tout doucement sur le Discord. Donc en fait, vu que Argiropé est en train de se construire et de se faire de plus en plus connaître, forcément, cette tendance, accroît la visibilité du jeu et donc l'intérêt, la curiosité des personnes qui ne connaissaient pas. Et aujourd'hui, quand je vois les souscriptions au financement actuel, eh bien, je vois qu'il y a un noyau dur qui me suit depuis le premier financement et celui-là est à peu près constant et il y a effectivement pas mal de nouvelles personnes qui commandent la gamme plus ou moins entière et ça, c'est fantastique. Et ça permet justement de me dire que, bah, RJOP potentiellement plaît de plus en plus ou au moins intrigue de plus en plus. Alors, donc, du coup, 2 points dans tout ce que tu as dit. Puis après, je te ramène à ma question initiale, parce que là, Ouais, ton côté on l'a zappé, ouais. politicien, à pas avoir du tout traité maintenant, cette vidéo, Vindiou. Ouais, donc par rapport au succès, je trouve qu'il y a 2 points sur lesquels tu peux pas tricher, même si tu es en mode publiciste. Et allez-y, c'est mon jeu, il est bien. Mmh, Le retour sur le grog. Allez voir le nombre de jeux de gros éditeurs et en plus de bons jeux qui n'ont pas de commentaires sur le grog. c'est Le vrai. grog, d'un point de vue commentaire, ça s'est effondré depuis quelques temps, bah, à cause aussi que les gens commandent un peu ailleurs. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de commentaires sous. J'ai pas souvenir d'un truc d'Argiropé qui n'ait pas de commentaires. Ça doit se trouver. Hein. J'ai pas potassé. Mais généralement, quand je vais voir, il y a du commentaire Mmh, dessous et du bon. En plus, ouais, les notes sont pas dégueu. Les commentaires sont un peu dithyrambiques. c'est vrai, ils sont, j'ai cette chance, effectivement. Et l'autre point qui me semble être un gros indice que voilà, la gamme va peut-être te dépasser, c'est que les gens s'en emparent et qu'il y a des scénarios de fans qui sortent. Et ça, enfin, il me semble que c'est vraiment une bonne chose. L'air de Oui. rien, Ah oui. c'est ce qui a fait l'explosion de DD à sa toute base. Certes, il y avait les trucs de commerce, mais il y a eu du fan machin, de la création. Bon, on n'avait que ça à l'époque, donc oui, tout le monde a Oui. gogonisé dessus. Mais voilà, quand tu aimais le jeu de rôle, bah, tu t'en emparais, tu faisais ton truc. Quoi. Mmh. Et voilà, c'est l'air de rien, pas non plus donné pour tous les jeux, même les jeux commerce. Quoi. Il n'y en a pas il y en a pas des masses. Voilà, voilà. Et je te ramène, Oui, c'est que je un, présente. que tu présentes, mais du coup, tu vas présenter en t'ajoutant une difficulté, puisqu'on a été sur Argiropé, machin, il a quand même bien du succès. Mais à ton avis, pourquoi ce succès? Mmh. C'est quoi le petit trait dans Argiropé? Bon, si tu veux, je blablate OK. à ta place, hein, mais je sais que tu sais blablater. C'est un blablateur. Vas-y, blablate, je me la ferme. Je me la ferme, c'est dur. Coupe ton micro, c'est plus simple. Allô, allez, je vais le faire. Eh bah, dis donc. Non, alors, Argiropé, pour effectivement les personnes qui ne connaîtraient pas, on est sur un jeu de rôle qui se veut être Renaissance Fantasy, donc l'évolution du médiéval fantasy, mais avec un peu plus de technologie, ainsi que pour le cas d'Argiropé, c'est pas juste histoire d'avoir de la poudre à canon et des dirigeables. On en est à un stade où la Renaissance Fantasy qui est traitée dans Argiropé, c'est la Renaissance et aussi enfin le siècle des Lumières, hein, je me permets de mélanger, de faire un amalgame de ces périodes à ma sauce.
pour, mettre en avant non seulement le progrès technologique, mais aussi le progrès social, le progrès artistique, l'évolution des mentalités et un changement drastique de la population, de la manière dont elle fonctionne, à la fois dans les couches les plus pauvres, les couches les plus laborieuses, des couches bourgeoises ou aristocratiques, cette évolution. Et donc, Argyropé, c'est un univers de renaissance fantasy, un peu à l'européenne que l'on connaît, plutôt low fantasy. C'est-à-dire que pour les joueurs qui commencent, qui débutent et qui se lancent dans les parties, la fantasy est très légère. On va être sur une peuplade humaine, on ne joue que des humains, on ne rencontre que des humains. Il y a quelques spécificités que l'on peut effectivement aborder au fur et à mesure des scénarios. La magie est là, mais elle est peu présente. Elle est surtout une magie qui est discrète, qui se fait sur soi ou sur les objets alentours. Il n'y a pas de magie qui est lancée contre les autres. Et cette magie ne permet pas, comme je le dis toujours, de lancer des boules de feu ou d'invoquer des démons. On est sur quelque chose de plus subtil, de plus utile à la vie de tous les jours. Et tout le monde a accès à cette magie. Et enfin, dernier point saillant d'Argyropé, Argyropé, c'est un univers de jeu de rôle urbain. On ne joue que dans la cité d'Argyropé. Argyropé, justement, c'est le nom de la cité franche dans laquelle on joue, qui est une ville extrêmement riche, très peuplée, plus d'1 million d'habitants, qui est bâtie sur une colline argentifère et dont cet argent, ce minerai d'argent, sert de ressource et a permis l'élévation de la ville grâce à cette richesse. Les mines qui ont été épuisées eh bien, servent maintenant de quartier dans la colline, ce qui fait qu'on est sur un univers qui se joue à la fois sur une cité, qui se joue à la fois sur la colline, dans la colline, donc ce qu'on a une tridimensionnalité, et on joue un peu dans la plaine alentour. Mais le propre d'Argyropé, c'est que à cause de certaines caractéristiques de la cité et de son environnement, les joueurs ne peuvent pas la quitter. Et ils sont, entre très gros guillemets, bloqués dans Argyropé pour l'ensemble de la gamme. On n'ira jamais voir le reste du continent, le reste du monde. Celui-ci d'ailleurs n'est que esquissé dans les livres de base, puisque l'intérêt d'Argyropé, c'est de jouer en ville ou un peu à la campagne environnante, mais jamais aller dans une autre cité, jamais aller explorer un désert, un volcan, une montagne gelée, ce genre de choses. Non, on est un peu à la manière d'un Nightcrawler, des gens, des aventuriers urbains. Ok, là, Et j'ai donc, remis mon micro. Ouais, ouais, je participe un petit coup, du coup. Donc, par rapport à tout ce que tu as dit, effectivement, là, on entend souvent les gens qui découvrent Argyropé s'extasier sur la description. On serait qu'on est dans quelque chose d'épais. oui, C'est aussi épais qu'un, peut-être à peine moins, mais vraiment, je sais pas tout, que du Laelite ou du Ptolus, en plus Medfan et en beaucoup plus, voilà, au niveau bourrin. Moi, ça me fait penser aussi à du Exil ou du Célestopol. On on est n'a pas voilà lu le dans dernier même. une ville qu'on de l'âme et de l'épaisseur. Temporellement, bon, bah, c'est voilà, c'est du plus avancé que l'élite, mais on n'en est pas encore dans les délires d'On va sur la Lune d'Exil ou de Célestopol. Absolument. Au niveau des trucs que tu as marqués, je m'étais bien mis la dépendance à la ville. Ok, c'est dit. Un autre gros point qui me semble faire partie du succès de la tonalité d'Argyropé, c'est en fait, on a une malédiction. Quand vous tuez quelqu'un, eh ben, vos yeux deviennent de plus en plus rouges. Ce qui fait que quand on dit que c'était passé dans deux, trois interviews à dire que c'était à échelle humaine, mais ça, on peut s'en rendre compte vraiment que dans les scénarios, parce que je trouve que dans la description, tu te dis encore, enfin voilà, je m'exprime mal, mais ça donne pas en fait ce qui transparaît dans les scénarios où vraiment on joue des histoires humaines. Et l'air de rien, le fait d'être coincé là, vous faites pas les gogoles parce que vous pouvez pas vous barrer. Hein. En fait, déjà, c'est un petit truc. Hein. Tu peux pas aller faire l'expat dans Oui, le pays d'à côté parce que tu as foutu le bordel. Et en plus, si tu te mets à régler le truc comme un psychopathe ou avoir les réflexes des DS habituels du mmh, un problème, une épée, un coup de dent, et ben là, tu as les yeux rouges au bout d'un demi-scénario et en fait, tout le monde sait que tu es un psychopathe bon enfermé. Ce n'est pas exactement. possible. C'est Et ça, ça ça désengage des tas d'habitudes et ça te permet, toi, de nous proposer des scénars où voilà, on joue plus des humains normaux, en fait. Il y en a qui oui. ont un peu de magie, mais quelque part, il y a plein de tes PNJ, je me dis, bon, ça pourrait être Jean-Paul ou moi, quoi. Ils sont Mmh. humains. Voilà, ben, j'ai fini, je ferme ma bouche. Non, non, il y a pas de mal. Mais en fait, on en revient sur peut-être ce qui fait le succès d'Argyropé, c'est que primo, les livres de base, donc il y a 2 livres de base, hein, qui décrit l'univers et ses secrets, parce qu'on est sur un univers à secret. Pourquoi est-ce qu'il y a cette malédiction? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a la magie? Pourquoi est-ce qu'il y a ceci, cela? Tout est absolument décrit, hein, je ne cache rien.
Et le deuxième livre qui s'appelle Règles et bestiaires, dans lequel on a tout le système de jeu pour jouer, création de personnages, faire les aventures. Et le bestiaire réservé aux maîtres de jeu avec les ennemis humains, les ennemis animaux, les ennemis autres et quelques règles additionnelles supplémentaires que les joueurs n'ont pas à connaître, qui peuvent découvrir par l'expérience. Et On donc est dans à peu l'idée près 500 pages pour ceux qui achètent au poids. exactement, ouais, on est à 260 et 234 pages, quelque chose comme ça. Donc effectivement, on est à peu près à 500 pages de matériel. Et l'une des choses qui fait la spécificité d'Argyropé, c'est que c'est décrit en détail. Il y a une certaine exhaustivité. Comparé par exemple, et je fais toujours cette comparaison parce que, j'ai une petite bibliothèque de jeux de rôle que j'écume, que je lis avec attention et je tombe de nombreuses fois sur des descriptions d'univers avec à l'intérieur des villes et ces villes sont souvent décrites en rapidement ou alors quand il y a même littéralement comme donc l'exemple en question Warhammer avec Marienbourg à volo, on prend le livre, donc en V1 bien sûr, on prend le livre de Marienbourg, il y a 12-13 quartiers, 20 quartiers, je ne sais plus exactement le nombre, et il y en a 7 de décrits. Et après, il y a une ligne qui dit maître de jeu, débrouillez-vous, faites le reste, faites les autres quartiers. Et ça, c'est un truc qui m'a tout de suite mis des frissons et pas de plaisir dans le dos. Je me suis dit, hors de question, si je crée mon univers, je le décris, je donne toutes les clés en main au maître de jeu. Et c'est ce que j'ai fait. Je décris l'intégralité de la cité, dans le détail, tout en laissant quand même assez d'espace au maître de jeu pour y insérer ses propres idées, ses propres modifications. Je décris tous les secrets pour ne pas laisser, comme tu le citais, par exil, le maître de jeu finir l'aventure, finir de lire le livre, pardon, et de se dire, OK, j'arrive dans les secrets, qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a rien. C'est les auteurs, ils veulent pas me donner les secrets et je les aurai jamais. Moi, c'est un truc qui, pareil, m'horripile. Donc, j'ai préféré faire ce choix d'être assez explicite, de bien tout décrire. Et quelque chose qui a été souvent mis en avant, c'est la manière d'écrire. J'ai un style qui est un peu littéraire, parfois empoulé, avec des phrases longues, une certaine dose de description et de petites envolées. Et c'est vrai que ça fait un peu tâche dans le jeu de rôle actuel où on a souvent des phrases plus courtes, plus percutantes. Moi, je garde ce petit côté littéraire. Et c'est justement ce qui fait aussi cette production indépendante, c'est que je me suis permis de, tout en restant toujours très clair, ou en tout cas en essayant d'être clair sur mes descriptions, d'y mettre un tout petit peu de lyrisme. Et ça, en fait, ça se retranscrit en particulier dans les scénarios qui vont accompagner Argyropé, la gamme d'Argyropé. Donc, outre les 2 livres de base et l'écran, accompagné d'une très courte aventure didactique, une petite soirée de jeu pour voir, pour avoir un petit goût de ce que peut être Argyropé. On a actuellement 7 suppléments. Chaque supplément, c'est une aventure, un scénario. Il n'y a pas de supplément de contexte, de règles ou de choses comme ça. Et chaque supplément a pour ambition de conter une aventure, de proposer une aventure, comme tu le disais, à échelle humaine. Et à échelle humaine, dans le sens où on joue des gens normaux qui ne sont pas là pour sauver le monde. S'ils sauvent une personne, ils ont déjà accompli quelque chose de grand. Donc tout de suite, on se dit, bon, ça fait un univers peut-être un peu intimiste, mais peut-être un peu mou, un peu plat. Je veux dire, il n'y a pas d'enjeu. Et en réalité, l'enjeu dans les scénarios d'Argyropé se crée au travers des drames, des histoires, se crée au travers des personnages que l'on rencontre et de l'implication que peut avoir le joueur au sein de l'aventure. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'un combat contre un titan au bord d'une falaise avec un lac de lave pour avoir quelque chose de profondément intéressant à jouer. Donc, le fait que Argyropé propose déjà une gamme assez étendue, avec beaucoup d'aventures, c'est quelque chose qui plaît. Clairement, c'est un retour qui m'est régulièrement fait. C'est qu'au lieu de laisser les joueurs et surtout les maîtres de jeu, dans avec les livres de base et débrouillez-vous, faites des aventures, j'ai fourni et je continue à fournir des aventures clés en main, c'est-à-dire que de l'introduction à la fin, tout est expliqué, décrit, il y a des détails, il y a des embranchements, il y a, du contenu. Ce n'est jamais au maître de jeu d'inventer la fin de l'histoire, d'inventer ceci, cela, sans parler de quelque chose de dirigiste ou de linéaire, hein, mais tout simplement, les aventures sont clés en main. Le maître de jeu n'a qu'à lire,
se l'approprier, modifier ce qu'il a envie ouais, de modifier et se lancer. Et ça, c'est peut-être l'une des autres forces d'Argyropé. Je te coupe parce que vu que j'ai des trucs à répondre, si j'attends plus de 10 Ouais, ouais, minutes, ouais. on va perdre les gens. Donc déjà, par rapport à ton niveau littéraire, c'est pas la première fois que tu en parles. Moi, je suis absolument pas d'accord, à l'exception dans Fripouille, où j'avoue que jusqu'à la fin de ton existence dans le domaine ludique, je me foutrais de ta gueule. Ça, et puis, comment tu nous avais sorti là dans ton interview avec les pins, l'aventurisation, enfin, on en Mmh. entendra parler, Ouais, je mais crois, je crois. plus simplement, non, enfin, tu es lisible, quoi. Quelqu'un qui a l'habitude de lire, il te lit, et c'est pas la Mmh. première fois qu'on a des jeux de rôle qui ont, j'oserais dire, des aspirations littéraires, et c'est rarement aussi bien passé. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé Cabal. Il y a quelques personnes qui avaient fait oui, mais c'est quand même un peu envolé, pompeux, machin. C'est, c'est moins prout-prout que Cabal, hein, par exemple, par Giropé, je trouve. Ça passe mieux. Après, je n'en citerai pas d'autres parce qu'il y en a deux, trois qui sont vraiment mangés le mur à vouloir essayer d'écrire avec un style littéraire, ça donnait un truc imbitable. Donc, bon, on n'est pas là non plus sur cracher sur les gens. Je ne crache pas sur Cabal, j'adore Cabal. Mais voilà, on est sur quelque Mmh. chose, enfin, c'est juste, on n'est pas sur du DD, on n'est pas sur un manuel Ikea, on est sur un livre qui se donne à lire. Enfin, Oui, mais attention, hein, j'essaye surtout pas dans Argyropé de donner un style littéraire. C'est là la chose, c'est que ce que vous lisez, c'est la manière dont j'écris, de manière générale. Et donc, je ne me force pas, à l'exception de Fripouille, pour une raison propre, bah, ceux qui ouvriront le livre, eh ben, ils s'amuseront à comprendre pourquoi là, il y a un style particulier. Mais, j'essaye justement au contraire de garder mon ton, de garder une description qui soit claire, nette et précise, sans pour autant me réfréner sur parfois, eh bien, des phrases un peu longues ou, quelques circonvolutions parce que je trouve que enfin, c'est comme ça que je parle, c'est comme ça que j'écris, c'est comme ça que j'aime lire aussi. non, mais enfin, voilà, c'est complètement défendable. Je sais qu'il y a d'autres écoles de pensée par Ah rapport à oui, la oui. question, hein, mais Ah oui, oui. du coup, ça passe bien dans RGRP, ça va bien avec le ton de la gamme. L'autre point, oui, tu disais, la série, enfin, la gamme est donc déjà assez grosse, certes, mais surtout, elle a été grosse en pas beaucoup de financement, parce que tu Mmh. t'amuses à sortir en binôme, enfin en duo. Il y a eu les suppléments surprises qui avaient accompagné le premier Oui. diptyque. Donc, du coup, moi, ce que je trouve surprenant, en fait, c'est que tout ça, c'est en quoi? C'est en 3 4 ans que tu as sorti tout ça? Le premier financement participatif, c'était quasi exactement il y a 3 ans. Ok. Donc, en 3 ans, on en est à la sortie du neuvième supplément. On C'est compte ça. même pas les livres de base, on compte les suppléments. Non, bah, Alors, voilà. ouais, il y a une petite tricherie, hein. C'est parce que, encore une fois, tout ça, avant le premier financement participatif, j'avais déjà écrit les 2 livres de base, l'écran avec son supplément et les 3 premiers suppléments. Donc, il faut vous dire que lorsque un financement arrive, il y a déjà 2 ans de travail au minimum avant. Là, c'était le cas. Il y avait 2 ans de travail de rédaction, de test, de relecture, de maquettage. Donc en réalité, il faut pas dire ça fait il y a 3 ans, ça fait il y a 5 ans. Donc globalement, la gamme, elle a commencé à être écrite il y a 5 ans et aujourd'hui, là, le financement se termine pour les suppléments 8 et 9. Dans les faits, le supplément 10 est déjà écrit, le 11 est en partiellement écrit, le 12 est déjà écrit. Donc tu vois, j'attends pas la fin d'un financement pour me lancer dans la suite. Tout ça, c'est un processus qui est continu. Ce qui fait que, vu que je me donne aussi du temps, je prends du temps pour ça, eh bien, ça permet d'avoir cette, continuité et d'avoir cette production. Avant d'arriver sur la structure des scénarios, quand tu disais que tu laisses pas l'MJ tout seul, petit point, je ne sais pas si c'est valable pour tous, mais je sais que certains de tes scénarios ont été testés. Je pense que tout ce que tu sors a été testé, mais du Tout. coup, c'est testé par combien de tables? Est-ce que tu fais des tests aveugles? Comment tu t'y prends là-dessus? Alors, c'est dépendant. Les livres de base, le scénario avec l'écran et le premier supplément qui s'appelle Premier pas, qui est une aventure justement pour apprendre à jouer dans RGOP et à découvrir l'univers. Tout ça, ça a été testé par un nombre, je ne le connais même pas. Je veux dire, en architecture, j'ai fait au moins 20 tablés. Premier pas, j'ai fait plusieurs tablés. Les livres de base ont été relus par,
20-30 personnes au minimum. Le système a été playtesté pendant plusieurs années avec plein de gens. Donc, là, on est vraiment sur à mon échelle, hein, toujours, hein. On parle pas du D&D qui a été testé par des milliers de personnes avant sa sortie. Là, sur l'échelle d'un petit auteur indépendant, on est quand même sur, plusieurs dizaines de tablés à chaque fois. Tu dis ça, Ensuite, mais tu veux qu'au Poucave, le nombre de jeux qu'on sait qui sont sortis sans même avoir été playtest, oui, bah, ça se voit très rapidement en règle générale, malheureusement. ça se fait moins. Mais il y a eu la grande époque où Ah oui, oui. Oui, malheureusement, oui. La suite, en fait, tous les scénarios qui sont sortis, absolument tous, ont au minimum été testés par une équipe de joueurs vétérans, au minimum. Et j'ai des en fait, ce que quand je joue, moi j'aime beaucoup jouer en présentiel, donc j'ai une équipe, voire 2 équipes régulières sur Strasbourg, avec qui je fais tester tous mes scénarios. Et ensuite, ces scénarios sont envoyés à d'autres personnes pour relecture, pour correction, pour critique, avant d'être sortis. Donc, à minima, chacun des suppléments depuis le supplément numéro 2 a été testé par une ou 2 tablées et relu par de nombreuses personnes. Après, j'ai pas le temps non plus de faire tester chaque scénario une dizaine de fois. Par contre, depuis le dernier financement participatif, j'ai enclenché quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que pour le supplément 8 Radéville, qui contient 6 scénarios indépendants, ces scénarios, je les ai envoyés à plein d'autres MJ qui les ont fait tester pour moi. Moi, je l'ai testé avec mes tablés, hein. Mais en plus, j'ai des MJ totalement indépendants à qui j'ai envoyé le scénario au format Word, hein, non maquetté, et cetera, souvent avec, la moitié des illustrations, voire pas du tout, des croquis à la main, ce genre de choses, et qui m'ont fait des retours, ensuite. Donc je commence à parce que maintenant j'ai des MJ qui sont déclarés et qui jouent régulièrement du RJROP, je peux me permettre de multiplier les tables de jeu avant publication avec des gens que je ne connais pas. Et c'est intéressant, les retours sont instructifs, clairement. Ouais, moi, je trouve que c'est les. Enfin, j'ai pas sorti grand-chose, mais c'est vraiment les meilleurs retours. C'est la grosse épreuve du feu, quoi. Oui, Quelqu'un qui te connaît pas, qui te lit, qui te doit rien, qui. Enfin, voilà, oui, tu sais que ça c'est peut être rugueux, mais ça sera sincère, quoi. voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est fantastique d'avoir des retours d'amis, de famille, et cetera, mais il y a toujours une couche de sympathie derrière qui est normale et qui est attendue. Et quelqu'un que l'on ne connaît pas va avoir tendance, comme tu le dis, à apporter une rugosité particulière et peut-être parfois se permettre des mots ou des idées, des réflexions que d'autres ne se seraient pas permises par amour et affection qu'ils nous portent. Et donc, bah, c'est des fois plus dur de se confronter. C'est d'ailleurs pour les livres de base, c'est très amusant parce que les livres de base, j'avais mis des annonces sur Cassius No, sur BBE à l'époque, hein, en 2020, en disant: «Je cherche des relecteurs et des gens qui seraient critiques sur le contenu». Et j'ai eu quelques retours qui étaient effectivement un peu abrasifs, mais bah, c'est le genre de choses qui permettent de faire grandir la gamme, ou en tout cas la qualité du livre. Ouais, puis de toute façon, tu peux pas non plus plaire à tout le monde, faut trouver son public. Non, absolument pas. Si Ouais. d'ailleurs, si tu veux plaire à tout le monde, tu vas produire de la soupe. Ah bah oui, tu produis un cahier des charges qui correspond à je gratte le plus possible. Elle est où Voilà. l'amplitude des joueurs? Voilà, Ouais, ouais, non, c'est de la ça merde, hop, on l'a dit. La structure des scénarios, effectivement, tu disais que c'est pas forcément dirigiste. Après, ça dépend. Des fois, il y a des scénars où, enfin, je veux dire, oui, l'histoire est du type fil rouge, donc bon, voilà. absolument. Des fois, il y a pas le choix. Ouais, mais oui, oui, je confirme que tu prends souvent bien le temps, voire presque trop, j'oserais dire, au sens où si vous êtes habitué à un scénar, au début, tu prends vraiment par la main. Alors, Mmh. ça va parler de ça, il peut se Ah passer oui, oui. ça va être ça le cadre. C'est voilà, là-dessus, enfin, j'apprécie bien, mais toi, quelqu'un qui veut le phénomène, je vais vite lire un scénario d'Argiropé parce qu'il faut que je fasse jouer ce soir, t'es dans la merde, t'as pas choisi Non, le bon jeu. non, cette personne n'a pas choisi la bonne gamme tout court puisque, bah, les suppléments, ils sont conséquents, hein. Ils font, facilement enfin, ils font entre 80 et 120 pages actuellement, l'immense majorité des suppléments, parce que je prends le temps de développer une histoire, parce que je donne toutes les clés de compréhension au maître de jeu. Parce que j'essaie d'expliquer aussi les thématiques que je veux aborder au sein de ces scénarios. Donc en fait, je me permets de tu vois, à chaque fois que je publie un supplément, je me dis:
et si le maître de jeu avait les livres de base et n'avait que ce supplément. Je pars pas du principe qu'il a tout lu, tout joué. Au contraire, chaque supplément doit se suffire à lui-même. Et donc, je me permets des fois, enfin, comme dans chaque supplément, je me permets d'être didactique. Ou en tout Et cas, les j'essaye de suppléments l'être. sont pas, forcément, les suppléments sont pas liés les uns aux autres. Vous n'êtes pas Non, obligé de les jouer dans l'ordre de l'apparition et tout ça. exactement. Merde, j'avais un truc en tête et c'est complètement parti. En plus, c'était pertinent. Merde, on parlait de. Zut. Ah, je sais plus. Je sais plus ce que j'ai. Merde, en plus, c'était. J'y tenais. Je mets la pause tellement ça me frustre. Papier Alzheimer à trouver. Donc tout à l'heure, on parlait de Fripouille qui a une petite surprise au niveau de son écriture. On vous laisse découvrir ou allez voir ma vidéo, je spoil comme un salopio. Il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de souci. Non, mais voilà. Mais Fripouille, c'est un jeu, c'est un scénar qui serait sorti dans d'autres jeux. 4 pages le scénario, accroche super simple. C'est l'exemple même d'histoire que tu aurais pu reprendre à Argiropé pour faire un MJ t'es dépassé, t'as pas beaucoup de temps, on part-toi vite du truc. Et tu arrives quand même à nous le transformer en un supplément de. C'est que je l'ai laissé traîner. 64 pages. Voilà, Il il fait le connaît par 64 cœur. pages. Alors que bon, l'histoire, c'est un tout petit casse pour aller tirer un coup sur un ballon qui passe. Genre, c'est pas, enfin, voilà, tu fais du tir à la montgolfière sur un clocher d'église. Oui. 64 pages pour raconter ça. Voilà, donc Oui. il est très. Voilà. Donc il y en a qui vont adorer, mais c'est pas pour les gens qui sont obligés de jouer à la va-vite pour le club. Voilà. Voilà, à la va-vite, c'est pas le cas. Et tu Ouais. vois, je sais, hein, j'ai eu l'occasion d'écouter ta vidéo et ça m'a tout bien fait marrer. Effectivement, je me suis permis une petite folie à la fois littéraire et ludique, mais avec Fripouille. Mais faut pas oublier que Fripouille, les contributeurs du premier financement participatif l'ont eu gratuitement. Mm. C'est ça la chose, c'est que je me suis permis cette petite folie parce que les gens l'ont eu pour 0 €. Et aujourd'hui, c'est le supplément le moins cher de toute la gamme quand on veut l'acquérir. Ok, maintenant il est quand même disponible. Voilà. Oui, bien sûr, tout est disponible. Oui. Ouais. Du coup, je sais plus ce que j'avais en tête. Donc je te passe. Je t'avais prévu que j'avais une connerie. Donc quand c'est que tu traduis en américain et que tu l'adaptes sur DD5 pour conquérir les États-Unis? Alors la traduction, ça pourrait, je veux dire, pas de souci. Mais si tu es réaliste, aujourd'hui, le monde anglo-saxon a du jeu de rôle à foison, déjà, et il est néanmoins dominé très largement, beaucoup plus qu'en France, hein, par du Donjon et Dragon, ensuite par du Cthulhu et après quelques autres gammes. Mais globalement, si tu regardes la vie des indépendants anglo-saxons ou anglophones, c'est pire que chez nous. Nous, on a encore une certaine visibilité en France et dans les pays francophones. Il y a la scène indépendante, elle est très, très bouillonnante, elle est encore émergente, mais il y a quand même une certaine visibilité. Faible, mais il y a une visibilité. Dans les pays anglo-saxons, c'est totalement écrasé. Donc, Argiropé, je vais dire, pourquoi est-ce qu'il serait traduit? C'est le propre d'Argiropé, c'est de se faire plaisir avec la langue française, avec la culture française, avec certaines références françaises. Écoute, j'en ai pas besoin. Je veux dire, si quelqu'un un jour a envie de le traduire et d'essayer de le commercialiser, pourquoi pas? Mais je ne crois pas en le succès d'Argiropé dans une autre langue tel que conçu aujourd'hui. Ah, mais je t'avoue, en allemand ou en espagnol, je me demande si c'est pas un public qui pourrait y être sensible. Peut-être, peut-être, mais comme je fais énormément référence à la littérature française, à la poésie française, à certains romans, des pièces de théâtre au sein d'Argiropé, il y a quand même une petite fraction, tu vois? Il y a une petite facette de la gamme qui se perdrait ou alors qu'il faudrait transposer dans le avec la culture littéraire ou artistique du monde, du pays dans lequel c'est traduit. Il y a Mais peut-être bon. des Allemands et des Espagnols qui seraient contents de trouver un point de, tu vois, une pointe de culture Mmh. française, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai pas cette Oui, ambition, non. d'accord. Ok. Bon, bah, hop, poubelle, la question des dessins ne répond même pas. C'était une fois de données, voilà, passons à autre chose. Non, mais ne répond rien. Dieu que, Dieu que. Donc maintenant, la question sérieuse. Ça fait sous plusieurs vidéos que je dis, ah tiens, il y a encore la même thématique qui réapparaît, la question de l'héritage. Alors, est-ce un simple trait de mégalomanie et pour toi, Argiropé, l'œuvre d'art que tu laisses aux générations futures? Non, c'est une connerie. Ou, enfin voilà, très sérieusement, donc j'ai fini de dire des bêtises. C'est moi qui surlis ou il y a quelque chose de l'héritage qui réapparaît régulièrement? C'est intéressant parce que,
comme toi, effectivement, tu as lu la gamme. À chaque fois, quand il y a un supplément d'aventure, quand je veux traiter une thématique, je l'annonce clairement, comment moi je la vois, comment je l'ai inclus dans l'aventure, comment les joueurs vont l'apercevoir, cette thématique ou ces thématiques. On a, par exemple, sans spoiler quoi que ce soit, hein, mais on a la thématique de la fierté, par exemple, et donc de ses dérivés, hein, comme l'orgueil, par exemple, dans Clair de Lune. On va avoir la thématique du traumatisme dans Rêve de néant. On va avoir la thématique de la de comment dire, du sacrifice dans Ceux qui n'oublient pas de rêver. Mais et il y a aussi parfois la thématique de l'héritage, c'est-à-dire à la fois ce qu'on laisse, mais aussi ce que l'on récupère des générations passées, ce que l'on va transmettre, comment on le transmet, comment est-ce que ça nous définit. Et je pensais pas en réalité que cette notion d'héritage était si présente au sein d'Argiropé, au sein des suppléments. Mais c'est toi qui en as fait justement dans tes vidéos, qui a commencé à faire des liens, des parallèles en disant: «Mais tiens, dans Clair de Lune, il y a aussi la notion de l'héritage. Dans ceci, dans cela, il y a une notion toujours de transmission» et ça m'a fait cogiter et je suis d'accord avec toi. Je me rends compte en fait que, certainement pas dans tous les suppléments, mais dans un nombre peut-être plus conséquent que ce à quoi je pensais au début, il y a cette notion de filiation, cette notion d'héritage, de transmission, de poids du passé ou de poids de la charge de la responsabilité, de celle que tu vas transmettre, volontairement ou non aux nouvelles générations. Et bah, en fait, ouais, c'est hyper intéressant. Je suis encore loin d'avoir, fait mon analyse personnelle sur le sujet, mais c'est clair que c'est quelque chose qui me touche, pour plein de raisons, hein, pas forcément dramatiques. Mais le concept de l'héritage est quelque chose que oui, je me rends compte qui est présent et je pense que c'est une thématique qui pour moi a beaucoup, beaucoup d'impact puisque, c'est quelque chose qui est intergénérationnel, c'est quelque chose qui dépend pas du pays, qui dépend pas de la culture, qui dépend pas de l'époque et qu'on peut tous ressentir à différents degrés. On a tous vécu ça, hein. On a tous un rapport différent avec les différents héritages que l'on a reçus ou que l'on va laisser. On se pose la question de: «Bah, quand je serai plus là, qu'est-ce qu'il adviendra de moi?» Donc, c'est un peu la peur du néant, la peur de l'oubli aussi, le le poids du passé. C'est quelque chose qui me touche, qui a quelque chose de peut-être un peu profond et il faut encore que je fasse ma propre analyse personnelle du sujet. Il faut que je fasse ma psychanalyse, là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que, cet héritage, ben, on va en reparler un petit peu dans certains autres suppléments qui sont déjà prévus. Sans pour autant que je veuille en faire une thématique récurrente, régulière et forcée dans les aventures. Enfin, je pense que des fois, elle transparaît vraiment malgré toi. Parce que Ouais, si on est vraiment sur le sens large, même le déclin des illusions. des Bonjour, je suis idéologies, oui. Paul, j'arrive avec tout ce qu'on m'a chargé. Et là, tout d'un coup, tout ce par quoi j'ai été formé se confronte au réel. Et qu'est-ce qui Oui, reste de ce qu'on m'a donné pour être? Voilà, oui, voilà, c'est c'est vrai. une phrase bien tordue, mais même là, ça transparaît. Ouais, ouais. Sur le 8, je vais être obligé de parler par code, désolé, mais je ne vais pas vous Sur spoiler. Radéville, oui. Voilà, la question du pont Oui, et la question de qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'immeuble, encore une fois, enfin, la question de la ouais. transmission, de l'héritage, de la redondance du temps, du poids des avant nous, c'est marquant. Enfin, Mmh. c'est pas tout C'est le vrai. temps, mais ceux qui n'oublient pas de rêver, bon, bah là, je pense que tu Ah l'as bah, forcément consciemment, hein, on est d'accord, oui, c'est non. au milieu. Celui-là, c'est absolument conscient. Ouais. Celui-là avait une vraie valeur symbolique. Mm. Enfin, voilà, donc bah, du coup, je ne t'embête pas plus que ça. Je suis content d'avoir, mon ego est satisfait d'avoir mis le doigt sur quelque chose. Non, parce que Comme ce ça, qui est hyper intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu es familier avec la théorie des auteurs dans le monde de l'art, hein, au sens général du mot. C'est que, au final, quand les gens explorent les productions d'un artiste, quel qu'il soit, et je me considère pas comme un artiste avec un grand A, hein, je suis juste un producteur de livres de jeux de rôle, je juste écris quelques machins. Mais tu peux, quand tu as affaire à des gens qui sont un peu chefs d'orchestre et qui font leur truc, tu peux, au travers de leur production, en extraire des grandes lignes de sentiments, d'humeur, de philosophie, de personnalité, en fait, qui vont les définir et je pense que c'est pas à l'artiste, à l'auteur de le faire soi-même, parce qu'on est totalement biaisé par la vision
que l'on a de nous-mêmes, hein, notre persona. Et c'est aux autres, en réalité, de le mettre en exergue, de souligner, de faire des rapprochements. Et c'est hyper intéressant parce que ça, tu vois, encore une fois, c'est un truc qui m'a, quand on a parlé dans tes vidéos, je me dis: «C'est marrant, j'avais pas fait ce lien, ce cheminement dans ma tête, mais ça fait sens» et en fait, je me découvre. Grâce aux autres, au retour des autres, je me découvre un peu plus. Oui, l'analyse extérieure est toujours, enfin, voilà, il y a toujours Mmh. plus simple. Maintenant, nous avons un litige en termes d'analyse extérieure, un truc où, je sais que c'est même pas une histoire qu'on n'est pas vraiment d'accord, mais sur le supplément numéro 9, Mmh. Loin de toute lumière, j'ai pas arrêté de dire: «Ah, c'est une réécriture d'un style de truc». Ouais, le Est-ce qu'on dungeon passe à la crawling, ouais. Ah beh, voilà, tu à le la disais, ouais. partie, spoil, on prévient les gens, on va spoil un truc, cassez-vous tous Ça ne ou, me dérange pas, bah, je mets à la pause tant comme que ça, c'est je le clair. dis clairement. Bon, bah, voilà, nous sommes complètement d'accord. C'est un peu de spoil tout ça, donc on va vous Oui. laisser, les anti-spoil, voilà, 20 secondes pour aller cliquer sur, la suite, hein. Je mettrai, voilà, zone spoil, machin, en bas, comme tous les youtubeurs y font et on va parler c'est pas un énorme spoil, mais c'est un vrai spoil thématique. Putain, je suis pas patient, ça fait même pas 10 secondes, hein et voilà et c'est par rapport à la structure et vu que c'est, un des éléments de surprise de la structure, ça nous semble être complètement du spoil. Bon, on dit que c'est bon là? Ils se sont cassés les gens? Voilà, moi on dit que vous êtes cassés, voilà. Enfin non, j'espère qu'il y en a qui restent, mais ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Donc c'est tout bête. Dans Loin de toute lumière, j'ai embêté Frédéric avec le côté, il y a quelque chose du grand classique de Donjons et Dragons, de l'ultime, on est sur un porte-monstre trésor à la Argyropée. Puisqu'effectivement, ah là, il crise cardiaque. Ah Parce ouais. qu'effectivement, il y a de la porte au sens, vous allez vous enfoncer plus en plus dans les tunnels, donc il y a porte pour exploration, pour on va de zone en zone. Il y a du monstre, puisqu'effectivement, la dernière confrontation, après avoir failli crever de je me fais bouffer par mes petits camarades, avoir fui des foules hystériques, il faut tomber sur un vrai monstre. Et du vrai gros monstre dégueulasse qui peut t'exploser la tronche. C'est pas exactement un truc qu'on voit tous les jours dans Argyropé. Oui. Et en plus, derrière, il y a du trésor parce que vous venez voir ce monstre pour récupérer une plante que machin, faut sauver les gens. Donc, en fait, le trésor, c'est pas un trésor comme à ADD. T'as pas ton épée magique, t'as pas ton gros tas d'or, mais t'as l'objet, le MacGuffin caustique qu'il est là, après le gros monstre, après la grosse série d'exploration. Et pour moi, c'était vraiment, quand je l'ai lu, mais voilà, porte-monstre trésor, version Argyropée. En plus, la thématique la thématique de la grotte, le nombre de scénars Medfan DD qui commencent par «Oh, les nains de la mine, ils ont un problème». Eh ben, dis donc, vous allez être engagé pour aller voir le problème que les nains, ils ont dans la mine. Bon, ben voilà, bon, là, c'est pas tout de suite la mine. On arrive dans une mine quand même. Voilà, je me tais, mais voilà, je me tais. Je mute mon micro parce que sinon je vais encore jacter voilà, comme un jacteur. Non, c'est terrifiant parce que c'est pas du tout la manière dont j'ai conçu, le scénario. C'est pas du tout la manière dont je le conçois aujourd'hui, intellectuellement et ludiquement. Le côté porte-monstre trésor pour moi, qui en est fait énormément, hein, dans du Donjons et Dragons à l'époque, 3.5 et puis, plein d'autres trucs. Pour moi, ça a une notion de répétitivité, ça a une notion de, de vouloir cumuler les gains, de vouloir sans arrêt se battre, mettre l'accent en fait sur la confrontation, sur un objet inutile qui apparaît à la fin pour la richesse. Oui, pardon pour la petite coupure, donc je disais que l'idée de derrière Argyropé et surtout derrière ce scénario, c'était pas du tout la répétitivité, c'était pas du tout la confrontation en continu pour un gain monétaire ou d'expérience. J'ai surtout vu Loin de toute lumière comme une plongée physique et métaphorique vers le danger, vers l'inconnu, vers l'horreur, pour un but noble, mais qui au final, va causer la perte des personnes. Et quand j'ai construit Loin de toute lumière, j'avais pas du tout cette idée, cette volonté de faire un port de Monstre Trésor, parce que même si comme tu l'as expliqué toi, il y a littéralement aucune porte. Des monstres, s'ils se comptent sur les doigts d'une main d'un type qui bosse dans une scierie et qui ferme les yeux régulièrement. Et les trésors, bah, il y a juste une plante. Et encore, il faut aller chercher cette plante parce que ce sont les joueurs qui sont responsables du problème que cette plante pourra potentiellement résoudre. Non, non, moi je voyais au contraire dans Loin de toute lumière, une progression lente,
vers l'horreur avec une montée en puissance dramatique, avec des enjeux, avec des personnages les, qui sont responsables de leurs propres problèmes. Et donc oui, quand tu as appelé ça un dungeon crawling, j'ai vraiment levé un sourcil. Quand tu as dit un porte-monstre trésor, je t'ai insulté. Et ensuite, bah, je me suis amusé à essayer de comprendre justement pourquoi tu en es arrivé à cette conclusion. Et bah, justement, je pense que ça fait partie de ce dont tu veux t'entretenir maintenant. Oui, non, mais moi, c'était pour avoir ton retour. Tu sais, je suis un Mmh. bourrin. Dans ma tête, c'est juste on n'a pas la même définition du porte-monstre trésor. Effectivement, le Oui. côté répétitif, je suis pas d'accord, toi, ne serait-ce que sur ça. Donc oui, il n'y a pas le côté répétition de à chaque fois on ouvre une porte, on se tape un monstre. Mais toi, dans la symbolique, pour moi, le porte, bah, c'est tout le côté justement exploration. Le monstre, c'est qu'à un moment, voilà, il y a un monstre, il y a une altérité incompréhensible, que ça soit. D'ailleurs, je fais plus monstre par rapport à du Lovecraft qu'un truc folklorique. Mmh. La Oui, petite clé, machin, c'est du folklore, c'est pas un monstre. Monstre, c'est voilà, le monstre, oh là là, voilà, bon. oui, oui. Et puis trésor, le MacGuffin de la quête, que c'est la carotte. Et Mmh. du coup, tu m'ôteras pas de la tête que ça a une forme de comme ça. Après, oui, selon ta définition de répétition, on se fait chier, on accumule de plus en plus d'objets magiques et de pièces d'or pour passer un niveau. D'accord, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Mmh. C'est oui, toi, c'était juste une Mais histoire de def, en oh fait. non, non, mais il y a aucun problème parce que ce que j'apprécie justement, avec, ta manière de chroniquer le jeu de rôle, c'est que tu donnes ton avis et qu'il est, bah, il est franc, il est clair. Et c'est agréable d'avoir justement de se confronter à une vue différente de la sienne, essayer de comprendre. Donc, depuis que tu en as parlé, bah, j'ai regardé et je vois où tu veux en venir avec ton dungeon crawling. Je comprends ces associations que tu fais, mais c'est absolument pas la manière dont moi je vais, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est Loin de toute lumière quand, ils me diront: «Bah, j'ai envie de le tester, j'ai envie de le jouer, j'ai envie de l'acheter». Je Mais c'était pas me l'idée du projet. Tu t'es pas Non, dit, non, je voilà. reprends un classique et je le. Ouais. Non, c'est pas du tout comme ça que je l'ai conçu. Pas du tout, du tout. Après, peut-être que je l'ai fait de manière inconsciente parce que, bah, j'ai été biberonné à ça aussi, hein. Je veux dire, j'ai joué pendant des années et des années des porte-monstres trésors. Préserve mon ego, tu l'as fait inconsciemment. Voilà, préserve mon ego. C'est ça, je mets sous le tapis, tu sais, je me dédouane totalement. Non, plus sérieusement, c'est pas comme ça que je l'ai conçu. Je l'ai vraiment conçu comme la volonté de proposer un scénario qui soit une progression lente et inéluctable vers l'horreur. Bah, ça fait penser à un film d'horreur, hein. Toi, le Oui, début, déjà, coincé dans la grotte, ça m'a rappelé What Mille films d'horreur. oui, Le côté, on arrive chez les mineurs. J'ai cru à toi à la lecture qu'on allait virer sur du zombie hardcore, alors que je trouve en fait ça fait un peu, toi, ça fait oui, écho ça par fait écho. l'hystérie, par les gens malades, mais c'est pas exactement ça. Mmh. Et puis bon, bah à la fin, ça fait Alien, hein. Quand tu proposes que ah, puis vous pouvez peut-être les laisser, je m'attendais que tu écrives. Là, du coup, faites-les courir dans les boyaux. Et à un Ouais. moment, que toi, utiliser le gaz pour supprimer le monstre. Alors que tu laisses le truc plus ouvert. Toi, j'aurais fait Oui, plus je laisse réfléchir que totalement le toi. choix, oui. Et le point où j'avais sous-entendu, ah, il y a peut-être un endroit où je trouve que pour une fois, je vais t'embêter qu'il y a une faiblesse, quand il découvre en fait qu'il faut s'enfoncer encore plus profondément pour aller chercher la plante et soigner tout le monde. Si on n'est pas sur des joueurs qui jouent justement à Argyropé et qui se disent, bon, on est déjà, enfin, toi, on est des êtres humains, on se sent concernés. Toi, s'ils ont un peu de décalage avec leur perso puis qu'ils veulent gagner le scénar, j'ai peur qu'il y ait un ou deux couillons qui se disent, bon, on s'en fout, nous, on est soignés, Oui, on remonte. On dit qu'il faut tout fermer, on monte, oh, on n'y est pour rien, c'est pas nous, coupable mais pas responsable. oui. La chose, c'est que, j'en parle justement dans C'est l'aventure. pas ce Les qu'ils les, les joueurs peuvent très bien décider de s'en foutre et de se barrer. Néanmoins, s'ils jouent leur personnage, parce que le but, c'est quand même disent. d'incarner un rôle, le but fondamental de leur personnage, c'est de remonter avec leur professeur pour obtenir leur année universitaire. Alors s'ils remontent, s'ils abandonnent le professeur à la maladie et eux, bon, vont être des porteurs de peste au final, hein, attention. Donc ça va tout de suite aller vers un scénario qui est au-delà des limites de ce qui est proposé dans le supplément. C'est-à-dire que eux vont participer à, une pandémie, ils vont être les vecteurs de la pandémie et en plus, bah, ils vont échouer personnellement au but principal de leur personnage. Donc s'ils veulent le faire, OK, mais d'une certaine manière, je trouve que ça fait pas sens. Ils sont allés jusque-là pour avoir leur année universitaire
Est-ce qu'ils vont s'arrêter à l'idée d'aller juste chercher une plante? Ça a pas l'air difficile. Ou ils ne Donc, savent pas qu'il y a un monstre. Ouais. bah, ils savent pas quelles galères les attendent, non, c'est sûr. Donc, en réalité, enfin, je veux dire, c'est comme dans tout scénario. Si au bout d'un moment, les joueurs disent: «Bah, finalement, je m'en fous et j'ai envie d'aller à la taverne du coin», oui, bon, bah, je Oui. suis désolé, mais enfin, à ce moment-là, partez sur des petits one shot rigolos. Mais, bon, après 15 heures de 15 heures, 20 heures de campagne, si tes joueurs te disent: «Bon, finalement, je m'en fous et j'abandonne tous les objectifs que je m'étais fixés», c'est que je pense que le problème ne vient pas seulement du scénario, mais vient peut-être aussi du groupe de jeu et de sa cohésion. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire, je suis Ah ouais. aussi d'accord. Tu sais, quand je Non, critique mais un truc, je pinaille, hein, je me fais pas chier à lire les bouquins pour pas pinailler. tu Mais fais je m'en bien, souvenais tu fais plus du bien. tout que du coup, je vais remettre le nez dedans, quoi. Mais, parce que oui, il y a le côté, justement, ce que j'ai dû bloquer sur quand tu dis parce que là, je rebloquais quand tu parlais, le côté oui, mais ils ont pas risqué tout ça pour, enfin, comment dire? Leur motivation, avoir leur année, mais ils ont tellement frôlé la mort. Ah oui, Mais tu sais, ils devraient sortir Trauma du genre: «J'en ai rien à foutre de mon année». Enfin, oui. c'est là-dessus que j'en étais en toi, au niveau de et d'ailleurs et l'épilogue, on est en zone spoil, Mmh. j'ai adoré l'épilogue du prof, quoi. C'est vrai? Et Bon. et tu vois, mais du coup, l'épilogue du prof, c'est pas je la trouve tellement normale, c'est pour Mmh. ça que pour moi, c'était presque normal qu'ils en aient strictement plus rien à foutre de leur année, tu vois? Ils sortent de là, ils Ouais. sont: «Ah, Sainte-Anne, Sainte-Anne», tu vois? Ouais. Oui, c'est vrai. Alors pour le coup, encore une fois, ils peuvent au bout d'un moment je suis en train de regarder très rapidement le PDF de justement. Ils peuvent ne pas effectivement enfin à la fin, ils peuvent se dire: «OK, on a trop souffert, ça vaut pas le coup, de mourir pour cette année universitaire» et après tout, ça fait une fin de campagne qui est, bah, terriblement humaine, en réalité. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas finalement, c'est pas improbable, hein et je pense que certes, ça on finira pas par, la touche la plus horrifique, mais on finira sur quelque chose de tellement humain qu'il en reste assez logique en réalité. Oui, puis il y a la question du renoncement, la petite Mmh. lâcheté. Surtout s'ils se barrent une fois qu'eux, ils ont eu leur petit médicament en se disant on laisse crever les autres. Ouais, 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 il va falloir le porter moralement, quoi. c'est ça, ouais. Il va falloir le porter moralement et puis avec les conséquences que ça va avoir sur la ville, parce qu'eux, ils ont été connus. Enfin, on les a vus, on les a soignés, on et cetera. Bon, hem, je pense que à ce stade-là, ils auront des responsabilités auxquelles ils vont pas pouvoir échapper. Mais du coup, d'ailleurs, par rapport à putain, comment tu l'as déjà appelé? C'est pas la malédiction vermeille, Le c'est châtiment vermeil, ouais. châtiment vermeil. Tu genre, j'ai pas relu mes notes, hein. La dernière Mmh. fois que je l'ai lu, c'était avant la critique. Quand tu es toi-même vecteur, si tu es toi-même vecteur conscient d'une maladie mortelle, est-ce que du coup tu vas marquer ou pas? Pour le coup, c'est laissé à l'appréciation des maîtres de jeu, ici, mais de manière générale, ce qui est expliqué dans le livre, c'est quand tu fais l'action, quand tu fais l'action, tu es responsable. Si tu es le créateur de la maladie, tu l'as fait, tu vas être marqué. Quand tu es vecteur inconscient, est-ce que ça va marquer? Quand tu es vecteur conscient, il y a plus de chances que ça marque, mais cette notion est laissée volontairement floue pour laisser la liberté au maître de jeu d'y mettre ce qu'il veut et l'intensité dramatique. Donc ici, voilà. Tu avais traité, il me semble, le cas d'accident dans le livre de base. Oui, le cas d'accident, pour le coup, là, lorsque tu bouscules quelqu'un par accident, il tombe et il se cogne la nuque contre une pierre et en décède, tu es directement responsable. Par contre, pour des actions qui sont, tu vois, qui sont, plus, diffuses, comme par exemple, bah, tu te balades, tu as la grippe, tu éternues et quelqu'un attrape la grippe et en meurt. Est-ce que tu es tenu responsable par tout ça? Ça, ce sont tu vois, des contre-coups de plus en plus éloignés qui ne sont pas traités au cas par cas dans le livre de base. Du coup, bah, 2 trucs, j'ai pas souvenir que tu en aies parlé quelque part, mais j'y repense juste là. Mmh. Un juge qui prononce une peine capitale Ils n'en prononcent et pas. Il y a aucune peine capitale de prononcée dans RGOP. mais et on va dire
on s'en fout. Une situation où quelqu'un, il va condamner quelqu'un d'autre, mais c'est pas lui qui fait le sale boulot. Et l'autre point, du coup, ouais, non, mais c'est pareil, ça reste du décideur, En même truc, fait, voilà. Comment que ça se passe sur, ce qui se passe, c'est que, pour le coup, ça, c'est traité dans le livre de base. Il y a ces exemples-là qui sont donnés. putain, mais je m'en Heu, souviens plus, moi. alors ça, c'est dans la partie secret, hein, mais globalement, alors là, je vais pas rentrer dans ces secrets parce que je préfère le Voilà, ne garder pour rentre pas. les maîtres de jeu et surtout pas que même les joueurs ne se tombent pas dessus. Mais qu'est-ce qu'il advient de ceux qui sont marqués par le châtiment vermeil? Eh bien, ils partent à la citadelle de Rubis, ce bagne dont on ne connaît pas la localisation. Qu'est-ce qui se passe dedans? Tout ça, c'est expliqué au sein du livre et dedans, eh bien, il y a, typiquement ce que tu me poses comme question. Ce genre de questions, j'y réponds. Là, j'ai retrouvé la page, c'est bon, je vais attendre la fin de l'interview et je vais me remettre dessus. D'accord. Et oui, je ne connais pas tous mes jeux de rôle par cœur et non, je ne Attends, peux pas. tu peux pas te permettre de tout connaître, non, c'est sûr. Ah, non, 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 puis la SVI, je connais moins, mais bon, enfin, pardon. Mais la décrépitude. Bon, du coup, on a fini la zone spoil. D'ailleurs, putain, on va faire 1 heure. Je fais une fin de zone spoil où tu dis au revoir aux gens, tu les motives pour venir découvrir RGRP. Je dis pas de bêtises pendant 3 minutes. Oui, c'est possible, c'est Si possible. tu Fais veux, pas oui, tomber 10 ans. on peut essayer. Bon, ben voilà, hop, c'est la fin de la zone spoil. 51, 10. Je me le note parce que c'est chiant à chercher. 51, 10. Effectivement, on a fini encore en termes de spoil, c'était pas monstrueux, hein, mais globalement, on a pu discuter un peu d'Argiropé, on a vu où on en était, on a le financement participatif qui continue et bah, si tout ce qu'on a dit, ça intéresse ou ça éveille la curiosité, il faut pas hésiter à rejoindre les réseaux sociaux d'Argiropé parce que là-dessus, bah, vous pouvez discuter sur le Discord, les forums, sur, un peu partout. Il y a du monde pour vous répondre, dont moi justement. Donc, on est toujours ouvert et à partager un peu Argiropé. Ceux qui veulent découvrir, il y a le financement participatif en cours pendant quelques jours encore. Donc, bah, faut pas hésiter, c'est toujours avec plaisir. Dans le financement participatif en cours, vous pouvez refaire voilà, vos courses sur tout ce que vous avez Exact, raté du début. Et voilà. le bon plan thune, si vous êtes un peu fauché, c'est le combo des livres de base qui sont c'est 70 les deux. Voilà, c'est ça. Ah, ouais. 35 € l'un. Avec les 2 livres de base, vous avez largement de quoi jouer si vous créez vos propres scénarios et si vous voulez ne pas vous embêter, vous allez avoir d'ici quelques jours, à la fin du financement participatif, il y aura 9 suppléments complets avec des thématiques variées, des nombres de joueurs, des couleurs émotionnelles et des styles de jeu différents. Donc, vous pouvez faire bah, comme tu le disais, hein, vos petites emplettes. Il y a, par exemple, vous voulez jouer de l'infiltration action, il y a les crépusculaires. Vous voulez jouer du drame, il y a Clair de lune. Vous voulez jouer des scénarios introspectifs, ceux qui n'oublient pas de rêver. De l'urbex, il y aura le supplément 8. De l'horreur, il y aura le supplément 9. Et je compte ne pas en rester là. L'avenir de la gamme, pardon, et pour le moment, je veux dire, à moins qu'il m'arrive malheur, hein, mais est assuré pour au moins trois autres suppléments. Bah, puis on espère plus. Voilà, voilà. Écoute, moi aussi, mais ça, on verra. Je vais pas me forcer. Là, pour le moment, je m'éclate. Je m'éclate énormément à écrire du RJROP. Je prends le temps de le faire, mais viendra un moment où je vais avoir des projets parallèles. Ça commence en réalité. Donc, peut-être qu'un jour je me lasserai, peut-être aussi que j'aurai plus d'énergie créative pour RJROP. Ça peut arriver. Aujourd'hui, j'ai les squelettes de plusieurs scénarios, de plusieurs aventures, mais peut-être qu'à un moment j'aurai plus rien à raconter, à faire vivre dans le cadre d'Argiropé. Dans ce cas-là, je pourrais sereinement me dire: «Je m'arrête». J'arrêterai la gamme, très fier de là où elle est allée jusqu'à présent. Oui, puis t'es pas un éditeur qui est obligé de faire ça parce que c'est son métier. Et voilà, tu Ah le non, fais non, tant que non. ça t'amuse et quand ça t'amuse plus et que tu n'as plus rien à raconter, tu iras faire autre chose, quoi. Voilà, c'est ça. Et Ok, ok. surtout, là où je suis content, c'est que je ne laisserai pas les gens en plan avec une gamme dont on n'a pas les secrets, dont on n'a rien pour jouer avec. Voilà, mon objectif premier quand j'ai créé RJROP a été atteint. C'est sorti, les livres de base, les secrets, je vous ai tout donné.
Et là, c'est que du plaisir, que du petit bonus. Ok, ok. Oui, enfin voilà, tu pourrais arrêter que nous avons assez pour jouer et développer nous-mêmes nos propres scénarios. Absolument. Voilà. Bah, du coup, je te laisse le mot de la fin, je me taise, je me mute, comme ça, tu es sûr, je me taise. Il n'y a pas de mot de la fin, t'en fais pas. Simplement, bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, merci à tous les curieux, merci à toutes les personnes qui ont envie de découvrir ou qui ont déjà découvert RJROP. Merci à toi, Benoît, de m'avoir invité pour papoter. J'aime bien, c'est vivant et le fait qu'on soit pas forcément d'accord sur tout, c'est parfait. C'est très bien, ça oppose des vues différentes et c'est, bah, dans le débat que naissent les résolutions, les explications. C'est top, tu m'as ouvert les yeux sur une partie de moi-même dans la conception du jeu de rôle. J'aime beaucoup, donc j'espère que ça continuera pendant longtemps.